Mais quelle est la position de la France sur la situation? Une semaine après le début de l'attaque massive d'Israël en Iran et la réponse de l'Iran en Israël, la question de l'attitude que la France doit adopter fait énormément débat dans le débat politique français. On va donc analyser tout ça aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités du jour. Mais on va aussi évidemment faire un point sur le reste de l'actualité et notamment un suivi de la situation à Gaza où la situation est toujours aussi critique. Bon, d'abord, en quelques secondes chrono, un peu de contexte sur les derniers éléments. Vendredi dernier, Israël a donc lancé une vaste attaque en Iran baptisée Rising Lion avec des bombardements massifs. Le premier objectif affiché, c'était de détruire les capacités nucléaires de l'Iran. Mais aujourd'hui, Israël semble vouloir aller plus loin et pourrait essayer de faire chuter le régime iranien, autrement dit donc la République islamique d'Iran comme elle est appelée. Alors sur la question de l'arme nucléaire, on va rappeler ce qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer ces derniers jours. Israël, de son côté, dispose aujourd'hui de l'arme nucléaire. On en a déjà beaucoup parlé, même s'il ne le confirme pas publiquement, ça a été confirmé par le travail de nombreux chercheurs. Mais ce n'est pas le cas de l'Iran aujourd'hui. L'Iran en fait aurait techniquement les moyens de constituer une arme nucléaire sous peu de temps si elle le souhaitait. Et l'Iran menace depuis des années de détruire Israël avec des déclarations régulières de dirigeants. Mais selon de nombreux observateurs et pays du monde entier, dont notamment les services de renseignement des États-Unis, eh bien selon eux, l'Iran n'avait pas pour objectif de créer cette arme nucléaire, du moins à court terme, et ce par crainte justement de représailles. Bref, là où Israël déclare que l'Iran avait pour projet donc de la former sous très peu, du côté des États-Unis, il y a encore quelques jours, on déclarait que ce n'était pas le cas, et du côté de l'Iran, eh bien jusqu'ici, on déclarait vouloir se concentrer sur un usage civil, autrement dit par exemple énergétique. Alors depuis la semaine dernière, les bombardements massifs se poursuivent en Iran. L'Iran a répondu à plusieurs reprises avec des bombardements notamment à Tel Aviv ou encore à Jérusalem. On va faire un point notamment sur le bilan humain à la fin de ces actus. À noter au passage, pour compléter ce point factuel et avant de se concentrer sur la question de la France, que dans le droit international, il y a deux critères qui peuvent permettre entre guillemets de recourir à la force. Le premier critère, c'est si un pays obtient l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le deuxième critère, c'est si ce pays est tout simplement attaqué. Alors ici, Israël, ça ne vous aura pas échappé, n'a pas obtenu l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. Et sur ce second critère, la question donc d'une attaque, Israël met donc en avant le fait que l'Iran devenait une menace imminente avec un risque de développement selon eux de l'arme nucléaire sous peu de temps. Cependant, et c'est un point important, il faut noter que la notion de guerre préemptive, autrement dit une guerre pour prévenir une attaque, ça n'a pas de base légale aujourd'hui dans le droit international, sauf à ce que cette menace soit imminente et avérée. C'est donc sur ce point précis que portent les discussions et tout le débat aujourd'hui. Israël met en avant que l'Iran devenait une menace imminente avec un risque de développement d'armes nucléaires, appuyé notamment par une déclaration de l'AIEA, même si l'Iran estime que cette déclaration de l'Agence de l'énergie atomique était politiquement motivée. Mais alors, quelle est la position de la France aujourd'hui? Eh bien, je vais essayer de vous présenter un maximum d'éléments pour bien comprendre le débat en France. D'un côté, il y a donc Emmanuel Macron et le gouvernement qui sont globalement sur la même ligne. Ils déclarent reconnaître, je les cite ici, le droit d'Israël à se défendre face à la menace nucléaire iranienne. Par ailleurs, on peut noter que vendredi, Emmanuel Macron avait expliqué être prêt à participer, je cite, aux opérations de protection et de défense d'Israël en cas de représailles iraniennes si la France était, je cite toujours, en situation de le faire et uniquement dans un cadre et un usage défensif. Pour redonner un petit peu de contexte à tout ça, il faut savoir que ce ne serait pas la première fois puisque lors de précédentes attaques iraniennes sur Israël en avril 2024, la France avait activement participé à l'interception de missiles et de drones depuis sa base en Jordanie. Mais pour le moment, en tout cas au moment où on enregistre, il n'y a pas eu de mobilisation qui a été annoncée par la France. Ça, c'est donc la première déclaration en quelque sorte d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Mais si Emmanuel Macron affirme qu'Israël a le droit de se défendre, il précise aussi que la France ne partage pas l'approche israélienne ni, je cite, la nécessité d'une opération militaire. Par ailleurs, on en parlait hier, en dehors de la question du nucléaire, Israël a aussi pour objectif de faire tomber potentiellement en tout cas le régime iranien. Mais pour Emmanuel Macron, sur ce point-là, toute tentative de changement de régime en Iran par la guerre entraînerait, selon le président français, je cite, le chaos dans le pays. Et par ailleurs, on l'a dit, il y a aussi cette question donc de droit international. Toujours pour continuer sur la position du président français, avant de voir ensuite la vision des partis de l'opposition, Emmanuel Macron déclare tout de même que les frappes israéliennes ont eu certains impacts. Elles
ont selon lui permis, je cite, de réduire des capacités d'enrichissement de l'uranium iranien et des capacités balistiques. Bref, dans la situation actuelle, et on terminera là-dessus, Emmanuel Macron appelle à un arrêt des frappes, à une désescalade entre Israël et l'Iran et à une reprise du dialogue. Il a aussi appelé mercredi Israël à mettre, je cite, urgemment fin aux frappes qui visent de plus en plus des objectifs sans lien avec le programme nucléaire et déplorant, je cite, un nombre croissant de victimes civiles en Iran et en Israël. Enfin, il a demandé à avoir une sorte de concertation ou de discussion à l'échelle européenne. Maintenant, est-ce que réellement l'Union européenne peut peser dans la situation actuelle? C'est un autre sujet de débat dont on reparlera dans quelques jours. Alors maintenant, quelle est la position de l'opposition? On va voir les différents partis politiques. Chez la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon condamne fermement l'attaque israélienne sur l'Iran, tout comme Manuel Bompard, le coordinateur national de la France Insoumise. Ils mettent en avant le fait qu'une telle attaque serait contraire au droit international. Pour la patronne des écologistes maintenant, Marine Tondelier, je cite, « Il ne suffit pas d'appeler à la retenue, il faut avec force dénoncer le choix de la force et rappeler partout qu'il n'y a jamais de solution militaire. » Olivier Faure, à la tête du PS, a lui aussi condamné cette attaque israélienne. Plus largement, ils appellent le président de la République à défendre davantage le droit international. Du côté du Rassemblement national maintenant, Marine Le Pen affirme, je cite, que l'on peut regretter les frappes contre l'Iran, mais il faut comprendre qu'Israël joue sa survie. Déclaration similaire du côté de Jordan Bardella, selon qui, je cite, la France doit être aux côtés d'Israël. Jordan Bardella qui estime aussi que si demain l'Iran devait obtenir l'arme nucléaire, eh bien la paix du monde serait menacée. Cependant, Jordan Bardella, comme Emmanuel Macron, déclare s'opposer à l'idée de faire chuter le régime iranien via une intervention extérieure. Ça, c'est donc pour les réactions en France. Maintenant, encore une fois, est-ce que la France pèse réellement dans les discussions? On en reparlera dans quelques jours, mais je pense que vous l'avez compris, selon de nombreux spécialistes, le poids de l'Union européenne aujourd'hui, en tout cas par rapport à d'autres pays, est faible. De son côté, le président des États-Unis, Donald Trump, continue à jouer sur un flou quant à une potentielle intervention des États-Unis, en tout cas une intervention plus importante, notamment en Iran. Mais avant de laisser la parole à Julie pour les actualités en bref, je voulais revenir sur les dernières informations sur la situation dans la région. Israël et l'Iran ont échangé de nouvelles frappes et de nouveaux bombardements. À Téhéran notamment, la capitale de l'Iran, on a pu observer ces derniers jours des scènes de panique avec des départs massifs de la population pour rejoindre la province en espérant être moins frappés par les bombardements. On peut aussi noter que l'Iran a lancé une nouvelle salve de missiles dans la nuit de mercredi à jeudi, une salve qui a notamment touché un hôpital et des immeubles d'habitation en Israël. Alors l'Iran déclare qu'il ciblait un centre militaire et non l'hôpital lui-même, mais au moins 65 personnes ont été blessées en Israël après ces frappes iraniennes. De son côté, Israël dénonce une attaque délibérée. En tout cas, au moins 65 personnes ont été blessées en Israël après ces frappes de jeudi. De son côté, Israël a mené une série de frappes, notamment à Téhéran, donc on le disait. L'armée israélienne a aussi annoncé avoir frappé un réacteur nucléaire inachevé à Arak, ainsi que à nouveau sur le site nucléaire de Natanz, dans le centre de l'Iran. Concernant le bilan humain maintenant, depuis vendredi, au moins 224 personnes ont été tuées dans les attaques israéliennes visant l'Iran, selon les chiffres officiels de l'Iran. Par ailleurs, autre chiffre et autre bilan, un bilan établi par l'ONG iranienne Human Rights Activists, qui estime que depuis vendredi, au moins 585 personnes ont été tuées en Iran. Et l'ONG affirme avoir identifié 239 civils et 126 membres des forces de sécurité parmi les victimes. Côté israélien, Israël affirme qu'au moins 24 personnes ont été tuées par les tirs iraniens. Et comme je le disais, ça me paraissait aussi important de faire un nouveau point sur la situation dans la bande de Gaza, puisque la situation humanitaire est toujours aussi critique. Alors, selon la défense civile de Gaza, au moins 72 personnes ont été tuées ces dernières heures dans des tirs ou dans des bombardements israéliens, dont au moins 15 personnes à proximité des lieux de collecte de l'aide alimentaire. Alors vous le savez, les bilans fournis par les secouristes locaux ne peuvent être vérifiés de manière indépendante en raison des restrictions qui sont imposées aux médias à Gaza. Mais à noter que les personnes tuées près des centres d'aide humanitaire, elles sont devenues quasiment quotidienne. On en parlait en début de semaine, ce mardi, ce sont plus de 50 personnes qui ont été tuées près d'un centre de distribution de nourriture dans des tirs israéliens. La façon dont ces distributions alimentaires sont organisées par l'armée israélienne est jugée chaotique et dramatique selon les ONG présentes sur place. Les Nations Unies aussi estiment que ces distributions sont inadaptées, dangereuses et contraires au principe d'impartialité de l'aide humanitaire. Voilà donc pour le point sur la situation. Évidemment, on continuera à vous tenir au courant. On va aussi parler évidemment du reste de l'actualité
avec notamment demain, on a prévu de traiter une actualité nationale à la une de ce format. Je vous laisse avec Julie pour les actualités en bref. Merci en tout cas pour votre confiance et pour tous vos retours, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit aussi en podcast audio, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter en podcast audio. Je vous laisse avec Julie pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. Je voulais d'abord commencer par faire un point sur la guerre en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré ce jeudi qu'il était, je cite, prêt à rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Mais attention, cette rencontre pourrait avoir lieu uniquement lors de la dernière étape d'éventuelles négociations de paix. Il a également affirmé que le réarmement de l'OTAN, donc l'alliance entre les pays nord-américains et l'Europe, n'était pas considéré comme une menace pour la Russie. Il a expliqué que selon lui, la Russie a les capacités de défense nécessaires pour y faire face et qu'il ne se préparait pas à attaquer l'OTAN. De son côté, l'Ukraine a reproché ce jeudi matin à la Russie de refuser toutes les propositions de cessez-le-feu depuis plus de 100 jours, alors qu'elle et ses alliés, et notamment les États-Unis et l'Union européenne, demandent une trêve immédiate. On en avait déjà parlé, en mai, la Russie et l'Ukraine ont organisé 2 séries de discussions à Istanbul, mais elles n'ont abouti à aucun accord. Pour l'instant, les 2 pays restent bloqués sur leur position. On vous tiendra au courant s'il y a des avancées dans les prochains jours et les prochaines semaines. Deuxième actu, l'objectif fixé par l'accord de Paris en 2015 de limiter à 1,5 degré le réchauffement climatique par rapport au niveau de l'ère pré-industrielle est désormais jugé inatteignable par un collectif de scientifiques. Dans une étude publiée ce mercredi par un groupe composé de 61 chercheurs internationaux, les scientifiques expliquent que les émissions de gaz à effet de serre ont continué d'augmenter, atteignant un record de 55 milliards de tonnes équivalent CO2 en 2023, une tendance qui s'est ensuite poursuivie en 2024. Dans le détail, le rapport cite notamment l'activité aérienne qui a retrouvé son niveau d'avant Covid, la déforestation en Amazonie et de manière générale l'activité humaine avec la combustion de charbon, de pétrole et de gaz qui entre autres ont contribué à réchauffer la planète. Concrètement, cela signifie que les vagues de chaleur extrêmes comme celle de cette semaine deviendront la norme dans les prochaines décennies. D'ailleurs, une nouvelle vague de chaleur est attendue ce week-end avec un pic prévu ce samedi et des températures pouvant atteindre jusqu'à 38 degrés dans l'ouest du pays. Les catastrophes naturelles se multiplient également. En 2024, le coût des dégâts en France était déjà estimé à 2 milliards d'euros. En bref, les experts soulignent qu'il est important d'agir rapidement pour limiter la hausse des températures et éviter de dépasser les 2 degrés, un autre seuil critique de l'accord de Paris de 2015. Troisième actu, l'Assemblée nationale a validé ce mercredi la création d'une commission d'enquête sur les liens entre certains partis politiques et des réseaux islamistes. Cette enquête a été demandée par le président du groupe Droite républicaine, Laurent Wauquiez, qui vise notamment la France insoumise. La droite accusait les filles d'avoir parfois des positions ambiguës ou trop conciliantes avec certains réseaux islamistes. Après un premier rejet du texte début juin, une nouvelle version qui ne mentionne plus explicitement la France insoumise a finalement été adoptée à 29 voix contre 27. La commission va maintenant chercher à savoir si certains élus ont des liens avec des groupes soutenant le terrorisme ou l'islamisme. Aucune date précise n'a été annoncée pour la tenue de cette commission, mais les résultats de cette enquête ne sont pas attendus avant la fin de l'année 2025. Quatrième actu, la députée RN du Pas-de-Calais Caroline Parmentier est au cœur d'une polémique après que des propos racistes, homophobes, antisémites et des écrits en soutien au maréchal Pétain publiés sur son compte Facebook ont été dévoilés par Mediapart. Caroline Parmentier est une députée proche de Marine Le Pen, c'était d'ailleurs l'une de ses anciennes conseillères presse. Mediapart rappelle également qu'avant d'être élue en 2022, elle était rédactrice en chef du journal d'extrême droite Présent, un journal qui relaie des propos racistes, homophobes et antisémites. Alors face à ces révélations, la députée accuse Mediapart d'avoir orchestré ces révélations pour la nuire et affirme que ces propos ont été sortis de leur contexte. Pour l'instant, la direction du Rassemblement national n'a pas réagi publiquement à cette affaire. A noter que plus tôt cette semaine, le RN avait demandé à l'ensemble de ses députés de quitter les groupes Facebook relayant des propos racistes ou antisémites dans une volonté de se distancier le plus possible de ce type de dérive. Cinquième actu, le nombre d'adolescentes et de jeunes femmes hospitalisées pour tentative de suicide ou automutilation continue d'augmenter en France, selon les derniers chiffres publiés par la DREES, donc le service statistique des ministères sociaux. En 2024, les hospitalisations pour gestes auto-infligés ont augmenté de 22% chez les filles âgées de 10 à 14 ans et de 14% chez les 15-19 ans. Alors quand on parle de gestes auto-infligés, on parle notamment de gestes par lesquels une personne se fait volontairement du mal à elle-même, donc comme l'automutilation ou la tentative de suicide. Pour expliquer cette hausse, les spécialistes évoquent la pression à l'école, le harcèlement, les réseaux sociaux et le manque de soutien psychologique. L'adresse explique notamment que la santé mentale des jeunes s'est particulièrement dégradée depuis 2010 et encore plus depuis la crise sanitaire. Face à ça, les professionnels de santé demandent plus de prévention, mais aussi un meilleur accès aux soins pour les jeunes car selon eux, les solutions actuelles sont insuffisantes. En cas de besoin, un numéro d'aide est disponible gratuitement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est le 31 14,
le numéro national de prévention du suicide. Pour finir, 2189 maires ont démissionné en France depuis les dernières élections municipales de 2020. C'est en tout cas ce que relève une enquête menée par l'Association des maires de France, le Cevipof et le Centre de recherche politique de Sciences Po. La France compte environ 35 000 maires, c'est donc près de 6% des maires qui ont jeté l'éponge. Cette vague de démissions, qualifiée de sans précédent par les auteurs de l'étude, représente une multiplication par 4 du nombre de démissions par rapport au mandat 2008-2014. Concrètement, cela signifie qu'en moyenne, une quarantaine de maires quittent leurs fonctions chaque mois, soit plus d'un par jour. La principale cause de ces départs réside dans les tensions politiques au sein des conseils municipaux. Près d'un tiers des maires démissionnaires évoquent des conflits, des désaccords ou des différends, notamment avec les membres de leur majorité ou de l'opposition. D'autres facteurs rentrent également en jeu, comme les successions programmées, c'est-à-dire lorsque le maire élu en 2020 s'était engagé à laisser sa place au cours de son mandat, en raison de son âge avancé par exemple, ou alors de sa longévité au poste de mairie. Mais certains démissionnaires évoquent aussi des problèmes de santé, le cumul des mandats, la fatigue ou encore des raisons personnelles et professionnelles. À noter que cette tendance touche particulièrement les petites communes où l'isolement, la pression du mandat et la difficulté à concilier vie privée et engagement se font plus fortement ressentir. Merci beaucoup Julie pour ces actualités en bref. Alors pour plus d'actualités, rendez-vous directement sur Instagram, je pense que vous le savez maintenant, mais au vu de l'actualité en ce moment, c'est aussi là qu'on fait beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner, le nom du compte c'est Hugo Décrypte, vous êtes quasiment 5 millions là-bas. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.